bienvenue à l'émission 60 minutes libres sur BX1. Alors, on est réunis tous les trois pour parler du BIF, le BIF qui est le Brussels International Fantastic Film Festival. On va un petit peu développer l'historique, ce qui se passe maintenant depuis quelques années au festival, à quoi ça ressemble, à quoi s'attendre aussi, pourquoi est-ce qu'il faut y aller, pourquoi est-ce qu'on aime y travailler et plein de choses pendant une heure. Donc voilà, bienvenue à vous, bienvenue à moi, bienvenue à nous. Bonjour à tous. Sympa. Et avant qu'on fasse les présentations, je m'étais dit qu'on va peut-être faire une petite carte d'identité du festival avec l'historique, mais de façon succincte, puisque vous le savez déjà. Donc le BIF, c'est donc le Brussels International Fantastic Film Festival. C'est un festival qui existe depuis 1983, qui a été fondé par une bande de potes, les frères Delmotte et Annie et Freddy Bozo, ainsi que Gigi Etienne, qui à la base était spécialisé dans les trucs socioculturels de maison de jeunes. Et à un moment donné, ils se sont dit, tiens, on a fait des rétrospectives sur le fantastique, sur le cinéma allemand. On va essayer le fantastique en 83. Et c'est là qu'ils ont lancé le premier festival du film fantastique qui à l'époque s'appelait le Fifth Pixel. C'était pas encore le BIF, donc c'était assez innommable. Alors, je ne sais pas si on peut dire heureusement ou malheureusement pour eux, dès la première année, ça a cartonné avec plus de 30 000 spectateurs et ils se sont retrouvés coincés avec ce festival qui est devenu, par la force des choses, avec les années, l'un des 5 plus grands festivals de genre au monde. Donc voilà, et nous maintenant on essaie de perpétuer ce festival et c'est donc le moment où je vais vous présenter, vous allez vous présenter. On va commencer avec toi, Sissi. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de parler tout droit dans le micro parce que j'ai du mal à me concentrer là-dessus. Du coup, moi, c'est Cécilia et je travaille sur toute la partie un peu plus marketing, communication, print, etc. Du festival. Je m'occupe aussi des sponsors. Donc voilà, on essaye de ramener un peu d'argent, de visibilité au festival et plein de partenaires avec lesquels on fait plein de choses. Dont on parlera après. Et surtout, comment est-ce que tu es arrivée au festival ? Comment je suis arrivée ? J'ai commencé comme une bonne partie de l'équipe en stage. Et donc, je connaissais pas du tout le BIF. Moi, je suis malheureusement française, bretonne. Donc, je ne connaissais pas le BIF et je l'ai découvert via ce stage. Et voilà, je suis tombée dans ce monde incroyable. Et ouais, c'était une aventure complètement folle. Et puis, comme la plupart des gens qui sont arrivés au BIF une première fois, je suis encore là et ça fait 8 ans. Mais voilà, c'est une super expérience au quotidien. Merci, Sissi. Thibaut ? Oui, moi c'est Thibaut, je m'occupe des invités, je m'occupe de la programmation des courts-métrages. Ça me prend beaucoup de temps, mais c'est très chouette à faire. Et comme Sissi, alors avant d'avoir été stagiaire, parce que j'ai aussi été stagiaire au festival, au service presse, avec Jonathan comme maître de stage à l'époque. Je venais déjà au festival depuis quelques années auparavant, comme journaliste, voilà. Et puis, de fil en aiguille, je suis rentré dans l'équipe. Et ce n'est presque que du plaisir. C'est l'événementiel. Ça dépend à quel moment tu le demandes. Exactement. Moi, c'est Jonathan. C'est à peu près, presque le même parcours. Moi, j'ai découvert le festival en 97 avec un ami. Et c'était à l'époque du Passage 44. Et j'ai, comme vous, comme tout le monde, je suis tombé amoureux de ce festival. Par la suite, j'ai commencé à devenir bénévole en 2004 avec nos collègues Youssef et Stéphane, qui étaient encore des tout jeunes à l'époque. Et puis, j'ai rejoint l'équipe en 2009. Et depuis lors, je m'occupe notamment de la presse, de la communication et de plein de choses comme les subsides qui sont beaucoup moins gais dans l'événementiel. Mais bon, il faut bien que les sous rentrent dans la caisse, quoi. Et pour parler du festival, comment est-ce que vous le présenteriez à quelqu'un qui ne connaît pas le festival ? Parce qu'on peut dire que c'est un festival de cinéma, mais est-ce que c'est qu'un festival de cinéma ? Moi, j'aime bien le présenter comme le fait qu'on essaie de décliner le fantastique un peu sous toutes ses formes. Donc, ça passe
par le cinéma évidemment, mais ça passe aussi par plein d'événements et un peu tous les à côté du cinéma fantastique, donc le maquillage, l'univers de la BD, duquel on est très proche aussi, la peinture, l'art de manière générale. Donc les fils entre tout ça sont assez faciles à trouver. Donc ouais, je crois qu'on s'est essayé de développer un peu tout ça, le présenter au plus grand nombre possible, quoi. Ouais. Non, je te rejoins tout à fait. Et aussi essayer de montrer des variétés de films et de personnalités différentes. Et ça, notamment avec le court-métrage, on peut le faire parce que il y a des pays où voilà, on reçoit des courts-métrages et c'est chouette de pouvoir les montrer. Et puis, c'est des pays qui n'ont pas des cinématographies hyper développées, donc c'est compliqué d'arriver à avoir juste des longs-métrages et de montrer autre chose. Mais en court-métrage, c'est encore possible, donc ça, c'est chouette. Ouais, surtout que... Même en long, j'allais dire, je crois que ça nous fait tous plaisir quand on reçoit des petites pépites du Kazakhstan. On a eu la Mongolie aussi. On a vraiment des pays comme ça que la plupart des gens ne connaissent pas vraiment la culture. Et puis en fait, au BIF, tu peux découvrir un film qui vient de chez eux en langue originale, sous-titré évidemment. Sinon, bon courage. Non, mais c'est surtout qu'effectivement, tu as 5% de la production mondiale que tu peux voir au cinéma, dans les multiplex, etc. etc. Mais les gens ne se rendent pas compte qu'à côté de ce petit pourcentage, il y a toute une cinématographie complètement différente qui existe. Et c'est là où on peut encore surprendre les gens. Ouais. Avec des films qui sortent un petit peu des normes, du cadre. Et c'est même là où, par exemple, quand on est en sélection, quand on voit ce genre de film, qu'on est vraiment surpris, puisque c'est dur maintenant de nous surprendre, vu qu'on bouffe quand même à peu près 200 films par an. On a presque envie d'allumer un cierge et de pleurer tellement on est content. Mais c'est surtout se rendre compte qu'il y a moyen d'encore proposer quelque chose de différent dans le cinéma, quoi. C'est ça qui est chouette. C'est gentil avec tes 200 films par an. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais toi, c'est court-métrage en plus. Hein. Non, mais en long, je suis à 600-700 facile. Et puis en ouais, mais court, toi, il y a 400 pour le plaisir. 1200. Ouais, un petit peu maso sur les bords. C'est le moment où je dis que j'en ai 60 ou... Bip, censuré. Non, mais ce qu'il y a aussi, c'est que les courts-métrages, je pense que c'est même essentiel pour le festival comme le BIF ou n'importe quel festival, parce que c'est une porte d'accès, justement, qui mène souvent au long. Toi, tu l'as remarqué, notamment avec les courts-métrages que tu as programmés, ou par la suite, on reçoit les versions longues de gens qui maintenant sont installés dans la Ouais, mais tout à fait. Et c'est vrai que il y a des films, un des meilleurs exemples récents, c'est les films Smile, qui ont cartonné au box-office mondial. Il y a eu une suite, il y a 2 films, c'est quand même bien. Et de base, ça vient d'un court-métrage qu'on devait passer en 2020, qu'on a sélectionné. Et 2020. Oui, très bon cru. Très bon cru qu'on n'a jamais pu montrer malheureusement. Pandémie oblige. Mais oui, c'est clair que le court-métrage, ça permet de faire de belles choses. Et puis, ça fait surtout plaisir en tant que programmateur de court et de long de voir ensuite les gens qui arrivent à faire ce passage vers le long et de se faire remarquer en festival, etc. Donc voilà, on a des gens qui ont fait des longs, qui sont passés à Sundance, etc. et dont on avait pris les cours par le passé. Donc oui, c'est pas juste une espèce de chimère, de rêve que tu peux te dire peut-être qu'un jour je vais réussir à faire un long métrage. Non, c'est possible, c'est une réalité, quoi. Cette année, t'as encore même Alien Pregnant aussi. Ouais, oui, encore cette année, on a encore un exemple. On a eu un cours l'an dernier, on a le long cette année, c'était passé à Sundance, justement. Donc voilà, ça passe dans des grands festivals et ça fait plaisir. Oui, ça permet de garder aussi des contacts ou de nouer des contacts justement par la suite. Donc oui, puis il y en a beaucoup, c'est aussi des jeunes dans la jeune réalisation, donc c'est aussi, comme tu disais, un tremplin pour eux et pour nous aussi de découvrir aussi ces personnes-là. Mais il y a aussi un truc que je pense qui est intéressant de mentionner, c'est que souvent quand on parle du BIF et du cinéma de genre, les gens ont toujours cette idée de films d'horreur, quoi, de trucs de boucherie sanguinolente, etc. Ça fait quand même des années qu'on essaie de se battre contre ce cliché. Comment est-ce que vous le présenteriez? Parce que le fantastique, c'est très large. Hein. Moi, j'aime pas les films d'horreur. Ouais, voilà. Ça, c'est la tagline de l'émission. Moi, c'est ce que je dis tout le temps quand les gens disent « Ah oui, le BIF, festival des films d'horreur », non, désolé, j'aime pas les films d'horreur. Et il y a quand même de quoi faire. Hein. Donc non, il y a plein de films de science-fiction, de fantastique, etc. Même cette année, on a prévu aussi un petit tag qui est « I don't like zombie movies » pour tous les gens qui sont un peu... moi, j'appelle ça les âmes sensibles. Un peu comme moi, mais c'est les trouilles-trouilles. Donc tous ces films-là, ils sont tout à fait accessibles à plein de gens. Et cette année, on a plein de films aussi qui sont... c'est moins de 12 ans, etc. Donc, Et ce qui est bien, c'est que... voilà, en fait, le genre est effectivement très très large,
Et donc ça permet aussi de montrer un éventail super large de ce qui est possible, parce que le genre n'est souvent qu'un prétexte pour parler de sujets souvent actuels, la science-fiction, tout ce qui est dystopie, etc. Le cinéma de genre de manière générale parle énormément de la société actuelle. Et donc non, c'est sûr qu'on est loin pour plein des films, des clichés habituels, des slashers, des films d'horreur. Non, il y a beaucoup d'autres choses, ce qui rend la programmation du festival hyper riche et hyper intéressante. Ouais, je trouve que finalement, c'est même plus facile de parler de thématiques actuelles via le fantastique, parce que c'est un filtre qui permet de mieux digérer tout ça, quoi. Enfin bon, on pourrait encore en parler pendant longtemps. Je propose que maintenant on se dise que les bases principales sont quand même posées, et on pourra parler un petit peu plus concrètement du festival par la suite. Je propose maintenant qu'on parle des missions principales du festival. C'est un bien grand mot. C'est surtout plutôt imaginer ce qui apporte le genre dans le cinéma actuel. Puisque, faut pas se leurrer, pendant des années, le cinéma de genre, c'était un petit peu le vilain petit canard de l'establishment du cinoche, quoi, hein. C'était un petit peu la série B, la série Z. Or, quand on regarde maintenant avec les plateformes de streaming, etc., quand on voit l'évolution notamment du elevated horror qui arrive, on remarque qu'il commence à avoir une place de plus en plus prépondérante, notamment avec des gens comme Bong Joon-ho, Del Toro, qui ont gagné des Oscars et qui sont venus au BIFF aussi, rappelons-le. Ça remet un petit peu le fantastique sur la carte du cinoche, quoi. D'autant plus que je crois que c'est quelque part aussi le cinéma de genre qui a sauvé l'industrie à une époque, puisque c'est quand même le cinéma qui fonctionne le mieux, qui est le plus populaire. C'est exactement ça. C'est le cinéma le plus populaire dans le monde entier. Et donc oui, les gens sont là, les gens les regardent. Tu peux regarder le box-office, c'est tous des cinémas de genre, les films qui sont dans le top 10, 15, 20 mondial. Donc non, la popularité, elle est là, ça c'est sûr et certain. Mais c'est vrai que tu parlais un petit peu de ça tout à l'heure. Le gros de la production mondiale, ça reste le cinéma américain, et c'est eux qui sont dans la vitrine. C'est ces films-là que les gens vont voir. Et dès que tu sors un petit peu des sentiers battus, c'est un peu plus compliqué. Et il y a moins de possibilités de voir ces films-là, à part peut-être un petit peu sur des plateformes de streaming ou en VOD directement. Mais même ça, en fait, ça reste quand même compliqué d'exister. En termes de distribution notamment, je trouve que ça c'est... Et donc tous ces films de pays étrangers, dès que tu sors du cinéma anglo-saxon, que tu sors un petit peu, donc j'inclus l'Australie, ce genre de choses, mais voilà, le cinéma latino, le cinéma asiatique, hors Corée, tu vois pas grand chose, et c'est des films que tu peux voir quasiment que en festival. Donc les festivals de films, de cinéma sont hyper importants à ce niveau-là, parce qu'ils permettent de montrer un portrait de la production mondiale, et pas juste de ce qui se fait à Hollywood et dans les petites productions américaines, etc. Donc voilà, c'est sûr que la mission du festival, elle est hyper importante, quoi. Ouais, mais c'est là où je trouve qu'il y a aussi le côté un petit peu bipolaire, c'est-à-dire qu'effectivement c'est une plus-value pour le festival, puisqu'on a ce côté exclusif, puisque c'est le seul endroit où on peut voir ce genre de film. Mais d'un autre côté, on aimerait bien aussi voir des films qui passent au festival, mais qui sont par la suite distribués en salle, afin que les gens puissent en profiter de plus en plus, quoi. Et je vais poser la question naïvement, mais c'est vrai que de temps en temps, quand tu vois... parce qu'on connaît les distributeurs. Quand tu vois l'effervescence qu'on peut avoir dans une salle au BIFF avec 1500 spectateurs qui adorent ce qu'on programme, et des distributeurs qui vont se montrer frileux en se disant tiens, j'ai pas envie de prendre nécessairement ce risque, et que d'un autre côté ils vont par la suite te programmer, ils vont distribuer par exemple un film ouzbek en noir et blanc de 3 heures qui fera 3 entrées en salle. Parfois, je me pose la question, quoi. Je me dis, est-ce qu'on est vraiment sorti de cette image de vilain petit canard, ou... Ça, c'est des questions de stratégie qui sont toujours un peu compliquées à établir, hein. Pourquoi est-ce qu'un film va passer à tel festival ou pas? Ça, c'est à chaque fois au distributeur de... Non, c'est lui qui décide, de toute façon. C'est que le distributeur, par la suite, le rachète et se dit tiens, je vais prendre le risque, alors que... Ah oui, dans ce sens-là. Grosso modo, tu as une projection test au festival, quoi. Ouais. Donc... c'est là où on se pose la question. Donc ça serait bien de faire un 60 minutes libre avec des distributeurs pour voir un petit peu ce qu'ils en pensent entre eux, quoi. Ouais.
Donc, parce que c'est vrai qu'en termes de projection test, une des missions aussi du festival, même si elle n'est pas officielle, mais on le sait par expérience, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens de producteurs et de réalisateurs qui viennent au festival présenter leurs films, en sachant, et ça on pourra en parler par la suite, en sachant qu'il y a une ambiance particulière au festival, eh bien ils ont une réaction cash des gens, du public, et il leur arrive parfois de remonter leur film par la suite, notamment parce que dans la foulée il y a le festival de Cannes qui arrive et ils se disent tiens, on a fait grosso modo notre projection test au festival et on sait où ça coince, etc., quoi. Ce qui est chouette. Ouais, c'est sûr que le public du BIF il est cash. Et enfin, je vais pas dire que ça passe ou ça casse, mais oui, il y a des gens qui ont, des producteurs ou des réals qui vont avoir des réactions très fortes suite à l'expérience au BIF. En général, ça se passe plutôt bien. Mais ça peut arriver qu'effectivement, comme on a un public très vivant, ça passe un peu moins bien auprès de certaines productions et qui peuvent, c'est sûr, un peu repenser la façon dont le film doit être monté ou vendu, etc. Donc oui, ça peut être un très bon test, ça c'est clair. C'est généralement des remarques assez constructives, je pense, par rapport au film. De toute façon, ils remarquent les moments forts des films, ils remarquent les faiblesses des films, donc... Je pense que oui, c'est vraiment le bon endroit pour tester ça. On l'avait vu aussi avec Sissou quand il était passé la première année. L'ambiance en salle, c'était de la folie, c'était une arène. Donc à la fin, ils ont fini quand même par le distribuer aussi. Mais l'ambiance en salle, c'était de la folie, quoi. Ouais. Et le réalisateur qui avait dit, techniquement, c'est pas la meilleure séance, mais au niveau du public, c'est la meilleure séance que j'ai jamais eue avec mon film, quoi. Ouais. Ça, c'est chouette, hein, quand même. Les retours comme ça des réalisateurs, ça fait toujours plaisir, ouais. Mais c'est vrai qu'au niveau cash, moi je me souviens toujours, là j'étais encore juste spectateur, c'était au Passage 44, c'était un Italien, Maurizio Nicetti, qui avait gagné le Grand Prix à l'époque, et toute la salle s'est mise à le huer. Et moi j'étais spectateur, mais j'avais la gêne pour lui, je me dis non de Dieu, mais comment est-ce qu'on peut réagir comme ça et tout. Et le gars il s'est pas démonté. Il a pris le micro et il a commencé à dire écoutez, je comprends totalement pourquoi vous n'aimez pas ce genre de film, etc. Un speech, mais limpide de 5 minutes, ça a terminé en standing ovation de 10 minutes. Quelque part, c'est ça aussi le public du festival, quoi. Tu vois, c'est vraiment. Ouais, il est honnête et il aime l'honnêteté. Il est honnête, il aime l'honnêteté, donc. Il n'y a pas d'applaudissements polis, etc., quoi. Mais aussi, une des missions qu'on a, parce que sinon on va de nouveau repartir sur les chemins de traverse, mais je pense que c'est important, c'est le cinéma de genre en Belgique, parce que ça, c'est un truc qu'on essaye de pousser, de promouvoir énormément. Ça commence doucement, on aimerait bien qu'il y ait un petit peu plus de films de genre dans le paysage, parce qu'en plus, on est une grosse terre de coproduction, hein, voilà, donc ça c'est une mission qu'on essaie de promouvoir, puisque de nouveau on sait que c'est le genre le plus populaire et que ça pourrait fonctionner en salle. Donc en plus on est le pays du surréalisme, alors les Belges foncés, quoi. Ouais, ça passe aussi par la commission du cinéma, hein, qui aide la production de films. Alors d'abord il y a des aides à l'écriture, et puis des aides au développement, et puis des aides à la production, que ce soit en court-métrage ou en long-métrage. Et voilà, la commission a beaucoup soutenu ces dernières années. Donc il y a de plus en plus de bonnes choses qui se font. Mais évidemment, quand tu dois aider donner une aide à la production à un long métrage, que le montant de l'aide c'est 500 000 € et que tu as 10 à 15 candidats à chaque session et que tu peux en donner que 2 des aides, forcément ça fait quand même beaucoup de gens qui restent quand même sur le carreau malgré tout. Et en même temps, la commission ne peut pas avoir des millions en plus et financer encore plus de films, c'est un peu compliqué. Donc voilà, mais je sais que ça bouge un peu et qu'il y a quand même un peu plus de films de genre qui sont aidés. Donc espérons que ça continue comme ça. Et qu'ils soient distribués. Oui, oui, parce qu'après, une fois qu'ils sont finis et qu'ils passent en festival, c'est bien. S'ils sortent dans les salles en Belgique, c'est encore mieux. Mais bon, ça, c'est un autre cheval de bataille qui est pas simple. Après, on essaye aussi d'y participer avec notre Beef Market, donc c'est vraiment un marché pour les professionnels de cinéma. Et donc, à notre manière, ça aide aussi de créer au moins les contacts avec les professionnels belges. Et après, on espère à la fin avoir les films carrément au festival les années qui suivent, quoi. Ouais, et même avec les pitchbox, notamment pour les jeunes, pour relancer ça, quoi. Et par contre, ce que j'ai toujours trouvé fascinant, c'est que en fait, même pour les courts-métrages, la voie d'accès pour commencer, ça a toujours été le genre.
Ouais, en majorité. Souvent. Oui, je beaucoup sais. de fois. Tu vois, Je sais pas. C'est quand même. On en ressent beaucoup. Après, la proportion, honnêtement, je sais pas. Mais il se passe plein de bonnes choses et c'est encourageant. Et notamment des réalisatrices aussi. Hein. On a de plus en plus de films réalisés par des femmes qui arrivent dans nos soumissions. Pas encore assez, parce que c'est là qu'on voit quand même la différence entre les films plus généralistes et le cinéma de genre. C'est que en termes de ce qu'on reçoit en court-métrage, on est à 29% de films réalisés par des femmes ou co-réalisés par des femmes, alors que quand tu regardes les films d'école de dernières années, c'est 90% réalisés par des femmes. Donc il y a quand même encore un gap entre passer de 90 à 30, c'est fort, c'est un gros gap entre les deux, donc il y a encore du travail à faire, mais bon, ça c'est pas que les festivals, hein. Tout le monde a son rôle à jouer. Le souci, c'est qu'on est en fin de chaîne, quoi. Bah ouais, c'est ça. C'est exactement ça, c'est qu'on est en fin de chaîne, t'as raison. Mais bon, on essaie de faire ce qu'il faut, quoi. Voilà, ça va être la fin de cette deuxième séquence. On reviendra par la suite pour de nouvelles aventures du BIF. Je propose maintenant qu'on aborde un sujet extrêmement fascinant, c'est justement organiser un festival comme le BIF, un petit peu dans les coulisses, parce que on a tous, je pense, des amis qui viennent nous voir en janvier en disant « Ah tiens, le BIF, ça arrive bientôt, vous commencez doucement à préparer le festival ?» et je crois que les gens ne se rendent pas compte de ce que ça représente comme taf, de préparer un festival pareil sur un an, quoi. Donc... moi déjà j'ai l'habitude que quand on me demande, parce que je travaille à temps plein du coup pour le festival, et donc du coup quand je dis ça les gens sont toujours étonnés de savoir que je travaille toute l'année pour le festival. Donc oui, il y a des choses à faire. De mon côté en tout cas, moi je m'occupe pas mal des sponsors, tout ça s'organise beaucoup en avance. Il y a aussi tout ce qui est subsides et un peu prévoir ne serait-ce que les contrats avec les lieux, ou moi je m'occupe aussi de l'affichage en amont. Donc ouais, il y a beaucoup de choses à faire en un an. Et de l'affiche en tant que telle aussi. Oui, l'affiche en tant que telle, ça peut être pas mal avant de prévoir l'affichage aussi. Ouais, donc ça passe aussi via... du boulot, quoi. Du coup, chaque année, on a une illustration qui est faite par un ou une autrice de BD. Et donc voilà, d'abord, il faut commencer par trouver la fameuse personne qui va faire cette affiche. Être sûr qu'elle soit d'accord. Être sûr qu'elle soit d'accord, nous envoyer les croquis, que nous, on soit d'accord. Et après, tout ça, il faut le mettre en page pour que ça fasse une belle affiche qu'on va envoyer partout. Ça prend du temps. Ouais. Et pour la programmation, on commence plutôt au mois d'octobre en général, quand le festival est en avril. Donc ouais, ça fait des centaines et des centaines et des centaines de films à voir en 6 mois plus ou moins. C'est pas toujours simple, hein. Les soirées sont... Personnellement, mes journées sont bien remplies aussi. Et c'est vrai sans compter que toi, tu as aussi les courts-métrages. Tu as un volume de courts-métrages qui est assez énorme. On a doublé le nombre de soumissions reçues en 2 ans, quoi. Ouais. Donc, on donne le chiffre, histoire de bien faire peur. Ouais, on était entre 600 et 700 il y a 2 ans, et là on est à 1002. Et je les ai tous vus, donc ça fait beaucoup de travail. Et puis après, en fait, le travail, oui, en fait, organiser le festival prend évidemment beaucoup de temps, mais je pense que c'est le cas pour chacun. Il y a des choses qui sont très étalées dans le temps, et il y a des choses qui vont être qu'on va commencer à faire qu'à un moment précis de l'année. Donc voilà, l'année est quand même un petit peu organisée. De façon à ce que tout puisse se faire au moment voulu. Et il y a des choses qui vont forcément arriver en bout de chaîne et vont demander plein de travail un peu en dernière minute. Comme les invités, ça commence assez tard comme travail. Enfin, alors, non, tout ce qui est jury, etc., je peux les lancer déjà des mois avant. Mais pour le reste, évidemment, c'est tributaire des films qu'on programme. Et comme on termine la programmation début mars, quand tout va bien, forcément le reste ça arrive après, donc voilà, c'est des grosses journées mais plus tard, donc c'est tout est un peu organisé différemment comme ça, mais c'est chouette à faire en tout cas. Il y a surtout en tout cas au niveau de cet équilibre et de cette habitude, c'est d'anticiper à chaque fois toutes les emmerdes qui vont arriver, puisqu'on sait que de toute façon, quand ça arrive en concentré, et qu'il y a plein de choses imprévues auxquelles on n'avait pas pensé qui vont se rajouter à cela, quoi. Il y a toute une logistique à laquelle il faut penser, et c'est vrai que dans notre équipe, il y a on va par exemple proposer que ce soit une masterclass ou une expo, etc., mais donc il faut que ça suive par la suite au niveau de la communication, au niveau des visuels, et donc il y a toute une chaîne à respecter
respecter. Et quand on voit tout ce qu'on fait au festival, vu qu'on décline le fantastique vraiment sous toutes ses formes, ça demande un boulot de dingue que les gens ne s'imaginent pas non plus. Et même nous, quand on a commencé, on s'imaginait pas non plus que c'est... Enfin, on se disait, tu prépares un festival, grosso modo, tu passes ton temps à mater des films, et puis tu téléphones aux gens pour voir s'ils sont libres, et puis t'attends que ça arrive. Mais non, c'est la version idéale, mais c'est un peu plus complexe. C'est beaucoup moins glamour que ça, hein, je veux dire. Suffit de voir nos réunions. On commence les premières réunions, c'est sympa, c'est bonne ambiance, on se parle un petit peu des vacances, etc. Les dernières réunions, on ouvre les portes tellement il y a de la tension, on s'envoie des trucs dans la gueule. Non, je déconne. Mais, je veux dire, voilà, c'est chouette parce qu'il y a cette montée d'adrénaline, mais c'est vraiment un taf que les gens n'imaginent pas, quoi. Ouais. Ce que j'allais dire, c'est surtout la montée un peu dans le rush où on commence assez calme, où on peut trouver des idées, etc. Et plus ça avance, surtout au moment où on a la programmation qui est fixée ou qui commence à se fixer, du coup c'est là où les nouvelles idées s'organisent par rapport autour des films, par rapport aux invités, etc. Et c'est là où ça monte un petit peu crescendo parce que c'est le moment où on a plein d'idées qu'on a envie de mettre en place. Et donc voilà, il faut tout faire à ce moment-là d'un coup. Donc c'est ça le plus dur, c'est de prévoir tout ce qui est prévisible pour avoir de la place pour l'imprévisible. Ouais. De toute façon, un événement, aussi bien préparé soit-il, il y aura toujours des imprévus. Et c'est ça un peu aussi la partie chouette du boulot. C'est que... alors il y a des imprévus que tu peux un petit peu anticiper. Tu peux dire, là, ça risque de coincer, il va falloir qu'on pense à quelque chose. Mais il y en a, c'est pas toujours le cas. Et puis, en fait, la moindre petite chose peut avoir un impact sur tellement de secteurs différents. Un souci avec un invité va avoir un impact sur le timing, sur les photographes, sur les modérateurs de Q&A, sur les autres bénévoles qui vont s'occuper des portes, sur le bar parce qu'il va y avoir un décalage horaire, un changement de timing. Donc il y a des soucis qui sont rigolos à devoir solutionner, des petits casse-têtes de logistique. Il y en a d'autres, c'est parfois moins drôle, mais c'est ça qui est chouette aussi dans le travail, c'est qu'on sait qu'une journée va pas ressembler à l'autre et qu'on va avoir des soucis qui vont arriver, qu'on va devoir régler, et c'est le petit côté un peu stimulant aussi de la chose. Mais voilà, l'événementiel, et ça c'est valable pour tous les secteurs de l'événementiel, c'est qu'il y aura toujours des imprévus. Et si t'aimes pas le stress, si t'as du mal avec ça, faut pas travailler dans l'événementiel. Non, ça c'est clair. Ça fait partie des trucs que j'adore. Je dis souvent que quand je passe le pied de la porte du bureau, je ne sais jamais à quoi m'attendre. Ouais. J'ai beau avoir prévu quoi que ce soit, ça peut être sûr que ça ne sera pas ça qui va se passer dans cette journée. Donc, un retard de livraison, un truc, quoi que ce soit. Toujours des surprises. Mort de Chuck Norris et tout, le truc, c'est affolant. Mais il suffit de nous regarder maintenant. Hein, je veux dire, le festival, c'est dans une semaine. On est au-delà du stress, on est juste complètement résigné, quoi. Donc, si vous êtes en vidéo, je pense que vous voyez tous nos cernes. Si vous passez au festival dans 2 semaines, ce sera 15 fois pire. Vous verrez les zombies. Voilà. Non, et puis il y a cette partie logistique aussi qu'on n'imagine pas, c'est que l'emplacement aussi demande, c'est un puzzle, il faut quand même préparer tous les emplacements, etc., que ce soit le bar, la caisse, c'est vraiment des petits détails, quoi. Et c'est assez pénible, il faut vraiment être bien précis aussi, être sûr aussi que tel logo de tel sponsor soit à tel endroit, etc. Enfin, c'est vraiment un calcul de précision, quoi, qui se rajoute. Et une logistique avec beaucoup de personnes, parce qu'entre les bénévoles, tous les partenaires qu'on a, toutes les personnes techniques qu'on peut avoir, c'est vraiment tout un balai qui s'organise pendant le festival qu'il faut organiser, en fait. Oui, il suffit de voir effectivement qu'on fait le montage, on a un balai de camions qui circule. Maintenant, je pense qu'avec le plan Good Move, ça serait impossible de faire ça au centre-ville, quoi. Je pense. Donc, ça c'était pour la partie logistique. Hein. On pourrait rentrer dans les détails, mais je pense que là, ça va être un petit peu plus soporifique. On pourrait parler des dossiers de subsides, des différentes questions ouvertes ou fermées, mais je pense qu'on va pas embêter les gens avec ça. Donc, je propose qu'on passe à la séquence suivante. Je vous propose maintenant de parler des moments un petit peu fun du festival, puisque on reste quand même un festival déjanté. Je pense qu'on reste quand même ce qui se rapproche le plus d'un festival de rock au niveau Cinoche. Et donc forcément, avec toutes ces années, on a quand même pas mal de chouettes histoires dont on pourrait faire un bouquin, qui est en cours depuis des années. Ça sera pour un anniversaire. Le verra-t-on un jour ? Il va arriver.
Et justement, pour me rafraîchir la mémoire, vous êtes là justement pour me raconter les meilleures anecdotes du festival. Je suis votre filet de secours au cas où, parce que j'en ai plein en stock, mais faites péter. Alors, je sais pas si c'est des grandes anecdotes dans le style cocasse, rigolo et tout, mais il y a quand même des moments où, c'est vrai que tu parlais tout à l'heure du réalisateur de Sisu qui avait dit avoir vécu la meilleure séance de son film chez nous. Mais voilà, c'est le genre de moment qui fait un peu plaisir quand tu as des réalisateurs comme ça qui viennent te voir pour te dire à quel point ça a été important pour eux. Moi, j'ai un invité qui m'a dit qu'il n'avait jamais été aussi bien accueilli que chez nous, alors que le mec a été au Festival de Toronto, qui est quand même juste un des 10 plus grands festivals au monde. Donc t'es là, ça fait quand même plaisir de voir qu'on fait pas de la merde. Et donc, il avait prolongé son billet en plus. Et ouais, le mec est resté les 2 semaines du festival. Alors qu'il aurait pu venir juste 3 jours, ça aurait été bien. Mais voilà, ça c'est le genre de moment très sympa. Oui, il est devenu pote avec toute l'équipe. Je pense qu'il a bu des verres avec tout le monde au festival à peu près. Il parlait couramment français à la fin du festival. Donc c'est l'esprit pédagogique du festival aussi, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Mais ouais, ça fait partie des meilleurs, en tout cas des meilleurs retours que je peux avoir. De me dire, bah ouais, les gens passent un bon moment. On a des histoires assez folles aussi, de se dire qu'il y a un distributeur argentin qui va avoir une séance un peu par hasard, réalisée par un youtubeur français, et puis il adore le film, il veut acheter le film et le distribuer en Argentine, ils font un rendez-vous, ils achètent le film, et puis ils envoient le film à Cannes, et donc le réal se retrouve au marché du film à Cannes, donc pas sélectionné en sélection officielle avec le tapis rouge, tout le bazar, mais voilà, le marché du film de Cannes, c'est le plus grand marché de cinéma au monde, et de se dire, ben voilà, à quoi ça tient finalement, juste un gars qui pèse un petit peu dans le cinéma argentin, qui va voir un film par hasard chez nous. Un film autofinancé et tout. Et le gars, film autofinancé, voilà, Mourir hors note mourir de Thomas Combray. Il a fait tout un vlog, si vous voulez aller voir. Effectué. Ouais. Voilà, il faut citer les gens. Mais voilà, c'est le genre d'histoire, tu te dis, ah bah oui, c'est pas juste, la séance était chouette, ça s'est bien passé et tout. Non, il y a eu des conséquences réelles sur l'avenir de ce film, qui a eu une autre carrière grâce à son passage au bif, quoi. Donc ça, c'est le genre d'histoires qui font plaisir. Après, il y a plein d'histoires rigolotes, souvent liées à l'alcool, mais on va pas rentrer dans ce genre d'histoire, bien sûr. Non, t'es pas obligé de rentrer toujours dans l'alcool, mais ne serait-ce que par exemple moi je suis pas forcément beaucoup en contact avec les guests, mais souvent je les croise dehors dans le fumoir par exemple, pendant qu'ils préparent leurs chansons pour aller sur scène, parce que pour ceux et celles qui ne savent pas, donc les invités qui sont sur scène sont largement encouragés par le public à chanter une petite chanson. Bon, ils se font huer si jamais ils la chantent pas, donc on leur recommande de chanter au moins le début d'une petite chanson. N'importe quoi. Et l'année dernière, je repensais à ça tout à l'heure, il y avait notre invité Paco Plaza, qui était quand même jury international, qui s'est retrouvé à chanter avec nos stagiaires graphistes dehors dans le fumoir, et se sont retrouvés à chanter et danser tous ensemble. Moi, c'est le genre de moment que j'adore, très humain, où finalement, il n'y a plus vraiment de différence entre invité, public, etc. C'est ça que j'aime aussi au festival, c'est le côté très accessible des guests, des gens... C'est dans ce genre de moments un peu délire qui sont chouettes, quoi. Ben oui, mais c'est justement ce qu'on disait avec le parallèle avec Cannes, le tapis rouge. Ici, c'est vraiment une sorte de politique anti-tapis rouge. On en a un pourtant. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est pas le même esprit. C'est pas le même esprit, voilà. Non. On disait 2 salles, 2 ambiances, c'est clairement le cas. Mais voilà, les invités sont vraiment accessibles, ils peuvent discuter avec le public. Moi, je me souviens d'une année, mais c'était il y a longtemps, on avait Lance Henriksen qui était venu au festival, et on devait faire des interviews avec lui. C'était quand même Alien, Predator, etc., etc. Donc, je me dis quand même... gros morceau, quoi. Et je vais au VIP et je le trouve pas, et je commence à paniquer parce que je me dis mais je vais être en retard. J'ai perdu l'invité. Mais ouais, non, mais c'est ça. Et en fait, où est-ce que je l'ai retrouvé ? Ben, il était à l'extérieur en train de boire une bière avec les spectateurs en sandales, pieds nus, quoi. Mais à la cool, à la fraîche. Et c'est un petit peu ça à chaque fois. Et ce qui est bien, c'est que ce contact proche leur permet aussi d'être plus cool pendant le festival, je trouve. Ils sont moins guindés, quoi. On l'a vu avec plein d'invités, hein. Je veux dire, même Sergi Lopez, qu'on lui a filé le t-shirt du bif, il s'est changé directement dans le bar, quoi. Il a foncé en salle pour regarder le film suivant. On a parfois aussi des histoires, on en parlait justement...
Udo Kier, qui nous a quittés malheureusement il y a peu de temps. Quand il était venu, c'était quoi? C'était en 2019, je pense. Ouais, 2019. 2019. Il allait être fait chevalier au BIF. Tiens, les chevaliers, on pourra en parler aussi. Mais quand il a appris que le prince Laurent était là carrément, il a dit hey, si moi je veux être fait chevalier, ce sera par le prince Laurent. Ah oui, c'était magique ça. Et on se dit ah mince, bon, comment on fait? Donc on a été demandé au prince Laurent, qui forcément a accepté. Et donc, on a le prince Laurent qui a fini par adouber Udo Kier devant tout le monde. Enfin, c'est des moments qui sont épiques. Hein. Et dans la même tranche d'année, il y a quand Del Toro est arrivé, quoi. Bien sûr, les mariachis. Avec les mariachis. Ah oui. C'est-à-dire que on lui parlait de la chanson aussi sur scène avant sa masterclass. Et il nous disait, le jour même, hein, il nous disait ah, écoutez, la chanson et tout ça, bah, si vous me trouvez des mariachis, ok, moi je reviens quand vous voulez, quoi. On a fait deal. Et on a fait venir des mariachis d'Anvers, je pense, qui sont arrivés devant les Beaux-Arts à 20h pétantes, le temps de filer en coulisses. Et alors c'était chaud, mais c'était beau, quoi. Hein, franchement. Et cette séquence se trouve dans un documentaire qui s'appelle Sangre del Toro, qui se trouve sur une plateforme de streaming très connue. La charte graphique rouge avec un gros N. Mais ouais, ce passage où Guillermo del Toro chante avec les mariachis à Beaux-Arts est dans ce documentaire, réalisé par Yves Montmayer. Ah oui, c'est vrai ça. Il y a aussi toute sa masterclass sur notre chaîne YouTube gratuitement accessible. Ah oui, c'est vrai. Elle n'est pas très bien montée, mais elle est là. Et puis, Park Chan-wook qui boit de la... Qui est fan de bière belge, ouais. Bah ouais, et qui boit avec je tombe plus sur le nom là, mais la guilde. Ah oui, la guilde. La confrérie, pardon, confrérie de la bûche. Et qui a son petit costume de la confrérie de la bûche et qui apprécie une bonne bière spéciale. Voilà, c'est des moments un peu qui sortent un peu du lot, quoi. Ça fait plaisir. Non, et puis il se prête au jeu et c'est vraiment fun. Quand on avait Juliette Ducournau aussi, donc Titane notamment. Qui n'avait pas encore fait Titane à ce moment-là. Elle n'avait pas encore fait Titane à ce moment-là, mais elle était avec Lloyd Kaufman et Laurent Lucas dans le jury. Et pour marquer le coup à la fin du festival, ils voulaient improviser une sorte de petite scénette sanglante. À la remise des prix, et il nous demandait s'il y avait moyen d'avoir du faux son, etc., etc. Mais c'était vraiment de nouveau à l'arrache en dernière minute. Hein. On parlait des imprévus, voilà, ça c'est le genre d'imprévu qu'on peut nous demander, et donc on avait retrouvé du faux son, mais la seule possibilité qu'on avait, quoi. Donc on a été choper ça, et elle demandait donc, mais ça se retire facilement, hein, je veux dire ouais bien sûr, ouais. On lui a donné ce qu'on avait sous la main, et ça se retirait beaucoup moins facilement que prévu. Elle est restée toute la soirée avec le faux son sur le visage, mais ça va, elle était pas rancunière. Je pense que c'était voilà, c'est ça le bif, quoi. C'est fun, hein. Sans compter effectivement, mais ça c'est chouette aussi pour le public, parce que ça permet vraiment des rencontres, des discussions. Il y a ces Q&A où on peut rencontrer les invités. Gratuitement, oui. Contrairement à d'autres manifestations qu'on ne citera pas. Mais c'est vraiment chouette, parce que parfois on parlait justement du genre de film que nous on présente, qui sort un petit peu du cadre, du truc mainstream, qui est un petit peu lissé. Donc parfois on peut avoir des films qui sont clivants et qui peuvent poser des questions. Et donc là, ce qui est vraiment bien aussi au festival, c'est que tu as l'occasion de rencontrer justement, que ce soit le réalisateur ou les acteurs ou les scénaristes, et de poser véritablement les questions, de savoir mais quel était le fond de votre pensée exactement, qu'est-ce que vous aviez voulu dire, etc. Et donc je pense que l'échange là, surtout à notre époque, est vraiment primordial, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de chouette et qu'il faut absolument garder, parce qu'il y a une histoire derrière l'histoire, quoi. Ouais, il y a une proximité avec les invités, elle est importante. Et même si parfois c'est vrai que tu parlais de certains qui pouvaient être un peu plus guindés d'habitude, et en général ils se détendent assez vite, et voilà, ils se font vite à l'ambiance du festival et au public, qui est toujours très bienveillant en général. Donc voilà, c'est vrai que on a aussi, et tous les festivals ne le font pas, effectivement, on donne cette occasion au public de rencontrer les gens, de pouvoir discuter avec eux. Et c'est vrai que pour ceux qui se détendent vraiment beaucoup, comme Sergi Lopez, juste aller boire une bière avec lui au bar, et voilà, quoi. Ça, c'est la beauté du festival. Oui, parce qu'ils sont pas cloisonnés.
Et donc ça fait des belles rencontres, mais même parmi le jury, hein, je me souviens toujours quand c'était en 2015 où on avait Andy Muschietti, Timo Vuorensola et Richard Stanley et Jonas. Ouais. Richard et Jonas étaient tellement bien entendus dans notre jury que finalement ils ont fini par bosser ensemble sur Color Out of Space avec Nicolas Cage. Donc voilà, il y a encore d'autres titres aussi, mais là on prendrait 2 heures, mais il y a énormément de rencontres officieuses qui sont faites au festival et qui ont abouti sur des films de genre qui ont très bien marché. Donc ça c'est notre petite récompense et on est bien content, quoi. Donc voilà. Mais bon, pour découvrir tout ça, forcément il faut venir au moins une fois au festival, n'est-ce pas? Je pense que sinon on va prendre trop de temps, on arrête là parce que on va verser des larmes. Et maintenant, je vous propose enfin de parler du morceau de résistance, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a concocté pour l'édition 2026, la 44e édition du BIF. Surprenez-moi. Plein de bonnes choses. Alors, mon coup de cœur du festival, c'est... Notre coup de cœur, mais je le laisse raconter. C'est un film qui s'appelle le Nirvana, The Band, The Show, The Movie, qui n'a rien à voir avec le groupe de musique Nirvana, puisqu'ici Nirvana s'écrit avec 2 N, qui est une adaptation en long métrage d'une web-série réalisée par Matt Johnson, qu'il a faite il y a très longtemps. Rassurez-vous, il faut absolument pas avoir vu la web-série pour voir ce film. C'est juste un délire total de film, de voyage dans le temps, je vais juste dire ça, qui est très très drôle. Ça va être, je pense, une des meilleures séances du festival parce qu'on passe juste un super bon moment devant ce film. On l'a vu ensemble avec Sissi dans un festival à Amsterdam. On s'est marré comme jamais. Donc voilà, on avait très très hâte de montrer ce film au public du BIF, et ouais, je pense vraiment que ça va être une séance d'anthologie, quoi, vraiment. Et en plus, il est grand public aussi, il fait partie des films ok pour les âmes sensibles. Exactement. Il faut pas aimer les films d'horreur ou autre, non, c'est juste un film de voyage dans le temps, super drôle, avec des super comédiens, et un petit côté cheap au film qui est génial, parce que c'est des mecs qui se filment avec des caméras DV. Non, mais pas, c'est vraiment, c'est mocu-fiction. Oui, c'est ça, c'est un peu mockumentary, un peu à la The Office ou ce genre de choses, et ça fonctionne super bien. Donc vraiment, pour moi, c'est... vraiment une des séances à pas rater du festival. Ouais, moi je dirais même le contraire. Parfois t'as l'impression que t'as l'impression d'avoir un docu-fiction à gros budget. Je veux dire, quand tu vois cette fameuse scène, séquences, etc., oui, bien sûr. où tu te demandes véritablement comment ils ont fait. Ouais, c'est clair. C'est quand même costaud, quoi. Donc, mais je parle plus au niveau de l'image qui a plus côté mockumentary, effectivement. Voilà. Mais donc voilà, Nirvana, The Band, The Show, The Movie. Allez-y, c'est le samedi 11 à 20h 20h30 19h, je pense. 19h30, bref, dans ces eaux-là. Donc en soirée, de toute façon. Yes. Mais c'est bien de commencer par celui-là parce que justement, ça rejoint notre thématique de cette année. La vie est belle. La vie est belle, hein. N'est-ce pas? Bah oui, tout va bien. Voilà. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Voilà. J'ai fait mon plein ce matin. La vie est belle. Donc, la moitié de ton salaire qui y est passé. Absolument. J'ai coupé le chauffage, donc la vie sera belle aussi. Il y a un léger sous-texte ironique forcément dans notre thématique cette année, mais ça n'empêche que on a vraiment des très très belles surprises qui viennent des 4 coins du monde. Et qui sont vraiment surprenantes, et il y en a de nouveau pour tous les goûts, quoi. C'est ça qui est génial, hein. Ouais, parce qu'on parlait de pays avec des cinématographies un peu moins connues. On a 2 films du Kazakhstan, dont un qui s'appelle Siko, et on a vu d'autres films kazakhs cette année qu'on n'a pas forcément pris, mais moi chaque fois que je vois des films kazakhs, je me dis mon Dieu, en fait les psys ça n'existe pas dans leur pays, à la place ils font des films. Ces gens sont complètement cinglés, et Siko reflète bien l'ensemble du cinéma kazakh. J'ai l'impression que tout ce qu'on a vu à chaque fois est complètement barré, et voilà, c'est des films qui provoquent, qui sont vraiment complètement immoraux, hein. Les films kazakhs, c'est rarement comme Zaza. C'est rarement feel good, et tu te dis chouette, j'ai envie d'y aller et de vivre dans cette société. Et voilà, faut pas aller voir ces films en se disant ce genre de choses. Donc ouais, les Siko, pour moi c'est aussi une très belle surprise. On a des choses un peu plus classiques et plus mainstream quelque part, comme le Pinocchio Unstrung de Rice Frake Waterfield, qui a fait notamment les Winnie the Pooh, tous ces personnages qui tombent dans le domaine public et puis on fait des films d'horreur dessus. Voilà. Bon, j'ai pas vu les Winnie the Pooh, donc je vais pas m'exprimer dessus, mais ils ont pas super bonne réputation. Et quand j'ai vu Pinocchio, j'étais là,
vraiment chouette. Donc si vous voulez voir Pinocchio faire des choses un peu gore avec son nez, venez. Et un peu, c'est un euphémisme. Si bien vendu. Mais comme quoi, on passe de choses. Voilà, on parlait de l'éclectisme de la programmation. Bah là, tu passes de Nirvana à Pinocchio et Sicko, 3 films qui ont rien à voir les uns avec les autres et qui montrent un peu, oui, l'étendue et tout ce qui est possible avec le cinéma de genre de manière générale, quoi. Ouais, parce que de nouveau, Nirvana, t'as l'histoire de la boucle temporelle qu'on a également avec un autre film australien qui s'appelle Yesterday Island. Pour les amateurs de jeux vidéo, on a l'adaptation de Mortuary Assistant, qui est une bonne adaptation de jeu vidéo. Scénarisé par le créateur du jeu vidéo lui-même, donc ça ne peut être que bien. Enfin, c'est bien. La question est rhétorique, vu que j'ai fait le film, il est bien. Il y a aussi la journée famille cette année avec une chasse aux yeux. On a le film Biscuit, le chien fantastique. On textualise quand même la chasse aux yeux. Oui, c'est vrai, pardon. Donc ça tombe le lundi de Pâques. Et vu qu'au BIF, on n'aime pas faire les choses trop normalement, on organise une chasse aux yeux. Y-E-U-X. Pas beaucoup dormi. Et donc voilà, donc la chasse aux yeux, donc c'est des yeux en bonbons, je vous rassure, et des goodies aussi un peu pour les parents, pour les motiver aussi à participer à cette chasse. Donc ça sera à 13h le 6 avril, et donc ça sera avec le film Biscuit, le chien fantastique, juste après. Et après, pour les gens un peu plus âgés, on a aussi Kima, qui est un peu dans la vibe de Stranger Things, qui est très très chouette aussi, qui est plus 12. Bah pareil, long métrage qui est réalisé par un gars dont on a passé et dont on a vu des courts métrages dans le passé. Donc voilà, encore quelqu'un qui a réussi à passer le cap du court métrage vers le long, le réalisateur de Kima. Donc voilà, ça fait aussi plaisir. Mais au niveau invité, on a 2 invités d'honneur. Asia Argento qui vient présenter le film Plus fort que le diable, Stronger Than the Devil. Vous inquiétez pas, son titre est différent. Et puis on aura aussi Adrienne Barbeau qui viendra présenter le film Oddities. Adrienne Barbeau étant l'héroïne de The Fog de John Carpenter. C'est aussi son ex-femme, accessoirement. Ils ont un enfant ensemble, Cody, qui a d'ailleurs fait la musique d'Oddities. Donc voilà. Qu'on a reçu et qui est super bien. Qui est super. Donc voilà, une actrice qui a aussi une belle carrière de cinéma de genre, notamment des voix souvent non créditées, mais il y a sa voix dans The Thing, il y a sa voix dans Marathon Man. Demolition Man. Demolition Man, pardon, pas Marathon Man. Mais dans Judge Dredd aussi, elle fait une voix. Donc voilà, deux grandes dames du cinéma de genre qu'on est très heureux d'avoir au festival, et même de revoir, parce qu'elles sont déjà venues il y a 26 ans. Ouais, en même temps, la même année. On a remarqué ça. Exactement, elles sont toutes les deux venues la même année déjà, en 2000. Elles ont pas changé. Deux chouettes invités d'honneur. Et puis après, il y aura aussi Melville Poupeau qui viendra aussi présenter Plus fort que le diable. On aura Richard Brake, qui est un acteur dont vous connaissez tous le visage. Peut-être que le nom ne vous dit rien, mais voilà, Richard Brake, qui joue dans 6 ou 2 et dans Pinocchio Unstrung, viendra présenter Pinocchio, ce qui ne sera pas là quand on passera 6 ou 2. Mais va y avoir plein de monde qui vont présenter plein de chouettes films. Donc, on a Jonathan Lambert dans un film particulier aussi, tout à qui fait. passe pour Flush, qui viendra le dernier jour. Et puis on a aussi toute une flopée de comédiennes et comédiens qui viennent des États-Unis pour présenter le film Corporate Retreat. On devait accueillir Alan Ruck, qui malheureusement viendra pas finalement présenter le film, mais tout le reste du casting vient, dont le petit-fils d'Omar Sharif, dont Kirby Johnson, il y a Ashton Sanders qui jouait dans le film Moonlight, il y a Sacha Lane qui était dans le film super qui s'appelle American Honey, qui était présenté à Cannes il y a une dizaine d'années, qui joue dans la suite de Twisters aussi. Il y a Odeya Rush qui est le rôle principal. Donc voilà, il y a vraiment du beau monde qui va venir pour ce film. Ça va être une très chouette soirée le dimanche 5 avril à 22h. Venez voir Corporate Retreat, parce que voilà, ça va être un chouette moment aussi. Le poster, il est fou. Ouais, ouais, le poster est super. On aura peut-être des cuillères. Enfin, il faut venir voir le film pour comprendre. C'est une trop bonne idée. Ouais. Cuillère. Mais je pense que c'est peut-être intéressant aussi d'expliquer pourquoi cette année, effectivement, le festival est plus long, pourquoi il n'y a qu'une seule salle, et pourquoi le lundi 13... Pourquoi ? Dis-nous tout. Parce que... Pourquoi est-il si méchant ? Non, mais on fait rapidos le fil, parce que l'année passée, effectivement, on expliquait déjà que la situation n'était pas facile pour le festival, comme pour tout le secteur culturel. Du coup, on augmente la taille des jours. Oui, donc il faut. Non, on a une. Voilà, c'est tellement. On a moins d'argent. C'est comme Donald Trump. On joue aux échecs en 4D, nous. Donc. C'est pour ça qu'il nous faut un an, en fait. Donc effectivement, on a
allonger la durée du festival pour englober un week-end supplémentaire, puisqu'on sait que c'est sur les week-ends qu'on a quand même le plus de gens aussi qui sont libres et disponibles pour venir au festival, mais ça n'empêche que on a aussi supprimé donc la salle numéro 2, donc on a tout mis dans une seule salle, ce qui fait, et ça c'est important je pense à dire, que les horaires varient tout le temps. Regardez C'est le bien piège de cette l'heure. année. Regardez bien l'heure de vos séances parce que rien n'est normal. C'est normal, c'est le bif. Et on a aussi surtout le lundi 13, et si je te propose d'y aller. Le lundi 13, on sera fermé. Voilà, c'était tout. Non, je rigole. Du coup, on aura une série qui sera présentée en partenariat avec la RTBF à Flagey. Donc, elle s'appelle Éternel et elle a l'air super chouette. On n'a encore pas vu, mais on a hâte de voir. Et ensuite, on organisera des activités, notamment en après-midi avec le Pinball Museum à Oderghem, que vous pourrez retrouver au festival aussi pour les amateurs de flipper. Et après, du coup, on aura aussi une activité à la Porte Noire avec Cornet, notre partenaire bière. Que du bonheur, quoi. Et on a aussi toutes les activités habituelles. Hein. On a le bal des vampires, on a le make-up contest. Oui, le bal des vampires qui a lieu le jour de la clôture. Donc vraiment, de quoi finir le festival en beauté. Et en plus, c'est un samedi, ça veut dire qu'on peut encore se reposer le dimanche. Oui, bien sûr. Ouais. C'est pas mal. Et en plus, sauf nous. Non, mais c'est vrai que C'est vrai, j'ai oublié. c'est vrai que cette journée, elle va être assez exceptionnelle puisque le samedi, on a aussi le concours make-up où on a quand même dans le jury, on a Stéphania Piovesan qui a bossé sur Gladiator 2, sur Napoléon et qui maintenant est en train de terminer le tournage de Mel Gibson, donc La Passion du Christ 2, il revient. c'est pas une blague. Ouais. Et donc elle sera dans le jury, donc on aura tout le concours make-up le samedi. Il y aura le film surprise. On aura le film surprise à 16h, effectivement. Qui sera bien. Qui sera bien, d'office. Surprise, mais vachement bien. Ça, c'est clair. Surprise. Voilà. Et puis, donc, on a forcément le palmarès avec Obsession qui est super. Comme film de clôture. Ouais. Comme film de clôture. Flush, on enchaîne. Donc ça, je veux quand même rebondir pour l'anecdote parce que c'est quand même fun. C'est imaginer donc Jonathan Lambert qui passe 1h30 la tête coincée dans des toilettes turques d'une boîte de nuit. Ouais. 1h10. Hein. Ouais, c'est pas si long que ça. Une heure riche, quoi. Mais ouais. bon, le temps paraît très long pour lui, tu sais. Ah, pour lui, oui. Donc, pour le spectateur, pas. Ça se passe super. Non, sincèrement, il a gagné une pléthore de prix du public et il vaut vraiment la peine. Hein, parce que, donc, c'est une super manière de terminer le festival, puisque par la suite, on a encore un dernier film pour ceux qui n'aiment pas danser, mais pour ceux qui aiment faire la fête jusqu'au bout, on a le bal des vampires avec Martin Vachiri. Il y a les concerts aussi de Gorgonzilla, je pense, et encore. Oui, c'est un groupe sur le fromage. Ouais. Et ils font des trucs sur le. C'est plus le cheddar, c'était un autre titre qui était fandard. Alors, j'ai plus le titre en tête, mais je sais que oui, les paroles, les titres, tout est en lien avec du fromage, et je trouve que ça fait parfaitement sens. Ne me demandez pas pourquoi. Vive le fromage. Voilà. Pourquoi pas, c'est pourquoi bien. Vas-y, trouver une transition après avoir parlé de fromage comme ça. Le bif, tout est dans les mentales. Waouh. Bienvenue sur BX. Bienvenue dans 60 minutes. Bienvenue au bif surtout. Pour conclure, moi, je propose que vous lanciez quelques dernières recommandations, puisqu'on a quand même des chouettes nouveautés cette année au festival. Et donc, avec notre savoir-faire, il s'agit de le faire savoir. Ouais. Alors, pas une nouveauté, mais on a les 3 compétitions de court-métrage habituelles, compétition belge, compétition européenne et compétition internationale. Et vraiment, il y a de très 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 bonnes choses qui se font au court-métrage. Et en plus, ils font des super posters qui sont tous très beaux chaque année. Donc allez voir les 3 compétitions de court-métrage qui ont lieu tous les samedis à midi. Ça vaut vraiment la peine. Et nouveauté de court-métrage, c'est qu'on a cette Little Night, une nuit complète avec 3 blocs de court-métrage à voir qui viennent du monde entier. Il y en a pour tous les goûts. Vraiment, on va aussi bien se marrer, on va un peu avoir peur. Et voilà, parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir qu'une nuit de long métrage, une nuit de court, c'est bien aussi. Et ça fait un petit peu ambiance publivore, quoi. Tu vois, un petit peu, ouais. Et j'ai trop hâte, j'y serai. Non, franchement, ça va être bien. La progrès est canon. On est vraiment très très content des films qu'on a choisis, donc on a hâte de les partager avec tout le monde.
Moi, je sais que vous avez pris beaucoup à cœur la sélection de manière générale, mais de celle de la Little Night, je sais, vu que c'était nouveau, vous y avez mis du cœur, donc je pense que ça vaut le détour. En plus, pour des nouveaux publics qui connaissent pas forcément le festival, c'est une bonne manière d'arriver et de découvrir un peu tous les différents genres qui existent dans l'univers du fantastique, parce qu'il y en a beaucoup. Et puis, si vous aimez pas un film, il dure pas très très longtemps, il y en a plein d'autres derrière, et au contraire, vous l'aimez, il y en a plein d'autres derrière. C'est une très très bonne façon de vendre la Little Night. Écoute, avec plaisir. Et toi, tu voulais parler du moi, Bloody? ma séance, toujours un peu coup de cœur, ça reste le Bloody Date. Donc, c'est une soirée qu'on organise avec Eva Luna, qui est un love shop rue Bailly. Et chaque année, on a aussi des shows de drague. Donc, c'est vraiment déjà des films. Moi, j'ai tendance à dire que c'est porté sur l'amour, la sexualité, la liberté, etc. Et c'est souvent tourné autour de ça. Donc, ça peut être, par exemple, des comédies romantiques ou des trucs sur le sujet de tout ça. Et donc là, on va avoir un super show de drague du Bal des Monstres. Alors, leur spectacle est incroyable. Donc, j'ai trop hâte de le voir sur notre scène, parce que ce sera la première fois. Et on va aussi organiser un sexy loto avec Eva Luna. Donc, venez vite à 20h. Et puis le film est super, 100 Nights of Hero. Le film est super. Réalisé par Julia Jackman, qui sera là pour présenter le film. Avec un très chouette court-métrage aussi avant. On aime bien placer des courts-métrages avant les soirées thématiques. Donc voilà, encore un court qui sera très rigolo, un super film. Dans le film 100 Nights of Hero, il y a Charlie XCX qui joue dedans, il y a Emma Corrin qui a le rôle principal, il y a plein d'autres gens très connus que vous verrez. Donc c'est un bon film et ça va être une super soirée avec toutes les activités autour. Donc ouais, ça reste un des rendez-vous. Un show de body painting, il me semble, ce soir-là. Oui, tout à fait. Il se passe trop de choses, je retiens pas tout ce qui se passe ce soir-là finalement. En fait, on fait beaucoup trop de choses. On devrait se limiter un petit peu. Le plus simple, c'est de venir voir, parce que souvent on oublie de citer pas mal de choses, mais en fait, quand on est sur place, il se passe beaucoup de choses. Il y a des troupes d'animation qui débarquent sortis de nulle part. Il y a les expos. D'un coup, il y a des séances d'hypnose. Voilà, il se passe toujours plein de choses en sortie de salle ou en entrée de salle. Donc dans le village, il y a, oui, c'est ça, parce qu'on pourrait faire du name dropping en parlant de chiens d'aveugles, de yeux en bonbons, de kimonos, de saké. Enfin, tout est possible finalement au festival, quoi. Donc voilà, c'est ça qui est assez amusant, quoi. Ouais. En tout cas, ça va être une très très bonne 44e édition du festival, avec une super programmation, plein de chouettes invités et plein d'activités externes. Donc on va passer un bon moment, je pense. J'espère. Mais de toute façon, on va aussi doucement se concentrer sur l'année prochaine. On verra bien où on atterrit, on verra bien où le monde atterrit, puisque c'est le bordel, mais la vie est belle. Mais en tout cas, on aura beaucoup plus de chances d'avoir un 45e si maintenant tout le monde débarque au 44e, ça c'est clair et net. Donc venez au bif. Du 3 au 18 avril, au Palais 10. Venez nombreux. Welcome.